évidemment. Là, ça devrait être bon le son. Babouche, merci. Et là, normalement, c'est bon. Ok. Qu'il y a des trucs à pas faire et pencher en avant pour poncer des bouts de bois pendant 2 heures, bah c'est très con. Et ben voilà, Denis, bravo. Alors j'ai cru voir qu'il y avait French Raff qui était connecté. Arpenteur, salut, j'espère que ça va. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Hop. Bon, alors vous avez vu qu'on a essayé de se connecter avec Rancune et Ersla. J'ai envie d'éternuer. Pardon. Faire des tests de. Comment ça s'appelle Twitch guest star et tout ça, parce que demain on va vous faire une petite surprise. Donc on bricole des trucs. On s'y est mis à 9h moins le quart. Donc eux ils continuent de bricoler, et puis moi on va bricoler aussi. Bon, qu'est-ce que je dois vous dire de beau? Bah écoutez, j'ai passé une bonne semaine, ça s'est bien passé. J'ai refait le setup complètement du Fixolab parce que j'en avais un peu marre d'aller au fond, de revenir, d'aller au fond, de revenir. Donc j'ai ramené un peu toute la partie qui était au fond, à savoir le binoculaire, les instruments de mesure et tout ça. J'ai tout ramené juste à côté de moi. Je vais vous envoyer, tiens. Je sais pas si vous allez pouvoir voir ça. Voilà. En fait, j'ai tout remis là directement. Donc là, il y avait tout ça, c'était au fond. Donc j'ai remis mon écran, mes consoles et tout ça au fond. Voilà, j'ai même pas allumé mon Fixolab. Et donc j'ai remis le binoculaire là. Mon petit four à refusion. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Mes alimes, mes testeurs, LCRMET et tout ça. Et puis là, vous voyez mon setup avec tout mon bordel. Voilà. Hop. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Moi, je suis toujours assez attentif aux mecs qui font du prototypage et tout ça, et qui se cassent un peu la nénette à... Attendez, j'ai des chats en interne là. Ok. Qui se cassent un peu la nénette à faire des... Comme Mohamed qui a fait son bouquin sur comment on build un kernel. Donc on va faire un petit événement avec lui. Normalement, on va faire un live avec lui dans pas trop longtemps. J'ai commencé à traduire je pense les 15 premières pages. Il est content. Je vais remettre la main sur 2 bouquins de notre... Où est-ce qu'ils sont? Sur le Rust de Denis là. Le hors-série Rust qui est au bureau, je crois. Voilà. Et je vais lui envoyer. Comme ça, il va être content parce que c'est pas évident. Je sais pas si Denis, t'as eu vent. Il voulait les commander, mais je sais pas si c'était possible pour que ça parte au Koweït. Donc moi, je vais en acheter un ou deux et puis je vais lui envoyer directement. Comme ça, il sera content. Donc, il trouve que c'est cool de le traduire en français. Et il est d'accord pour refaire un petit live. Alors, il veut pas montrer sa frimousse, mais il veut bien faire un live vocal. Et on pourra lui poser des questions. Et puis j'ai toute une série de questions à lui poser pour savoir un peu comment il a réfléchi, comment il écrit son bouquin, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Je crois qu'il est chercheur. Donc ça peut être... je trouve que c'est une belle expérience. C'est des cultures différentes et tout ça. Donc c'est cool. Voilà, donc ça pour dire que moi je suis toujours un petit peu attentif aux gens qui créent des trucs comme ça, des trucs électroniques, genre les mecs qui ont fait Flipper, tout ça. C'est pas des trucs qui coûtent très cher, mais je trouve qu'il faut toujours un peu les encourager. Et dès qu'il y a des Tindies, des Kiss, des machins comme ça, dans la mesure du possible, j'essaie de contribuer et de commander. Et je suivais depuis un certain temps un mec qui a construit, enfin qui voulait faire son propre ordinateur, sa propre carte mère, sur une base de Z80. Et il commençait à faire des vidéos sur YouTube, et puis il bricolait, et puis petit à petit, moi je le suivais, et puis il a fait des protos, il a refait des protos, et puis il est arrivé à faire
à commercialiser sur Tindies. Ce que je vais vous montrer ce soir, à savoir ça, le ZIL 8-bit computer. Donc ça, c'est ce que j'ai commandé il y a, je sais pas, il y a un mois. La campagne de Baker a été finie, donc je l'ai reçu, je l'ai pas ouvert et on va faire le unboxing ensemble en fait. Alors je vous propose d'aller regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que le ZIL, on va l'appeler ZIL pour la soirée parce que je sais pas trop. Donc c'est un computer 8 bits qui est architecturé autour d'un Z80. Alors Z80 c'est vraiment des vieux microprocesseurs. La chose que je trouve intéressante, c'est on a les cours d'Emile où on fait de l'assembleur, on fait des choses comme ça. Il y a pas mal de cours, enfin, ou de vidéos en ligne ou de stream, où on attaque l'assembleur sur des CPU récents et c'est pas forcément. C'est pas forcément. Alors, Denis, tu m'as envoyé un tweet là où tu m'as répondu dans le stream, dans le chat. Ouais, c'est bizarre, j'ai reçu un pop. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, et donc, apprendre l'assembleur sur des CPU compliqués, enfin sur des CPU récents, c'est pas toujours simple. Et là, je vois l'opportunité en fait sur une carte mère toute simple, avec un CPU tout simple. Ah oui, ok, super, merci Denis. Avec une architecture toute simple, vous avez vu, il n'y a pas grand chose sur la carte. Tout est expliqué. Au début, c'était mono. Il y a toutes les versions là qu'il a fait au fur et à mesure. Je vais vous envoyer l'URL. Tiens, hop. Je vais vous mettre l'URL directement comme ça. Hop. Et donc, je trouve que ça vaut 100. J'ai payé 140 euros, je crois, avec les frais de douane et compagnie. Je trouve que l'initiative est intéressante. Et puis, mine de rien, je pense qu'on a les bases, en fait, pour vraiment architecturer une machine from scratch. Donc voilà un peu le truc. Donc on va déjà ouvrir la boîte, puis on va voir comment on se connecte, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ce que je trouve quand même assez hallucinant, je vais vous envoyer, hop, sur YouTube. Il a une chaîne YouTube. Et il fait quand même des trucs, je trouve vachement sympa. Il explique tout. Donc il est en train de faire un OS. Il a fait il y a un compilo pour faire du C. Bah ouais, Nidouille, je trouve ça hallucinant quoi. Et moi, le Z80, pour moi, c'est la Mega Drive, c'est la Neo Geo et compagnie. Et salut ElectroDS 93, j'espère que ça va. Tiens, j'étais pas loin de chez toi la semaine dernière. Et j'ai dû aller voir tes copains de République. Qu'est-ce qu'il y a? Donc il explique tout. Donc je trouve ça vachement bien quoi. Là il explique comment on connecte, comment fonctionne une manette Super Nintendo pour l'interconnecter dessus. Et il parle de registre à décalage. Enfin voilà, c'est des choses. Ah ouais, Nidou, t'as raison exactement. Et je trouve que c'est bien parce que il n'y a pas besoin d'un PC. Si ça crame, c'est pas très grave. Et puis on reste sur quand même de l'archi. Ce que je vous disais, c'est quand même plutôt vachement simple. Donc on va ouvrir tout ça et je vous envoie directement là. Alors j'ai préparé un convertisseur. Enfin, on va suivre le truc. Hein. Et il y a encore des 68 000. Ah ouais. Bah ouais, mais ça m'étonne pas de toute façon. Si ça roule pour des automates industriels, il n'y a pas besoin, en fait, au bout du compte, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Je vais quand même rajouter ma bobine là. Hop. Je vais rajouter une scène. La facecam, je vais vous mettre ça comme ça. Voilà. Toc. Comme ça, vous voyez quand je parle. Donc, on va ouvrir la bestiole. Et c'est arrivé relativement vite en fait, j'étais étonné. Voilà, la boîte est plutôt cool, c'est pas très gros. Hein. Vous voyez, ça fait quoi une petite vingtaine de 22 cm.
Voilà. Donc on a une boîte avec un QR code qui doit nous envoyer sur la page que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, on a de l'emballage. Ah bah on a le... ça avait bien le coup que je me prenne la tête en retrouvant cet après-midi. On a un convertisseur USB Serial TTL. Voilà, donc ça c'est cool. Et voilà la bête. Avec une entretourette qui s'est barrée. On va la remettre tout de suite. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, bah, il y a un d'autre dedans. Donc, je sais pas si vous voyez. On peut peut-être faire un truc plus sympa d'ailleurs. Je vais vous mettre de l'autre côté. Je vais vous mettre sur la... là... Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est un peu gros. Ouais, c'est un peu trop gros. Est-ce que ça c'est bon? Hop. Ouais, c'est merdique. Bon, je vous remets de l'autre côté, c'est plus simple. Tac. Et de la lumière, ça sera mieux. Voilà. Hop. Bon alors, qu'est-ce qu'on a? On a le Z80 qui doit être là. On doit avoir un deuxième Z80 qui est là. On a les proms où il doit y avoir tout ce qu'il faut dedans. Ça je sais pas ce que c'est. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Ouais, si c'est bon, je regarde le chat. Comment vouloir, mais c'est un vrai... est plus facile à prendre en main que le 65 000. Ok Electro, bon appétit. Bon voilà. Qu'est-ce qu'on a devant? On a toute une barre d'extension qui a l'air d'être un... Ça ressemble à du SSI. On a l'alimentation. On a une pile pour la cloque. On a un petit fusible qui doit être là. Et puis voilà, en fait, en gros, c'est ça. On a un port pour mettre un clavier PS2. Et là, je sais que c'est là qu'on va se connecter pour aller se connecter en serial dans la machine. Et on l'alimente comment? Je pense par de l'USB et ça doit être par là. Bon, allez, on va regarder un petit peu comment ça s'est foutu. Hop. On va faire ça. Je vais rajouter aussi mes scènes parce qu'en fait... non, c'est pas ça que je veux faire. Quand j'ai refait mon setup, ça a pété toutes mes caméras et c'était pas très marrant. Je vais vous mettre le bench là. Hop. C'est pas celui-là. Voilà. C'est comme ça. Ok. On revient sur le truc. Getting... Est-ce que vous voyez bien ou pas? Il y avait des... Dans les TI-80, c'était du Z80. Ah ouais, c'est marrant ça. Mais en fait, ce qui... j'ai regardé, c'est ce qui gère une partie... Hop, attendez, je vais vous le débrancher. Donnez-moi 2 petites secondes. Je peux où j'ai les Z80. Il est dessous.
attendez, je regarde sur la carte mère Neo Geo que j'ai, parce que je sais qu'il y a du Z80 dessus, mais je sais pas où il est en fait. Donnez-moi 2 petites minutes. Hop. C'est pas cela. Non, c'est pas ça. Bon, j'ai lu ça cette semaine, en fait, le Z80 sur la Neo Geo. Le Z80 sur la Neo Geo, c'est apparemment le chip qui s'occupe de la partie 100% du son et de 3 choses au-dessus à côté. Donc on va faire le Getting Started. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une carte mère, ok, pas de problème. Ici on a fini. Vidéo carte, j'ai pas la carte vidéo. Make sure to put the JP3 JP4 caps on the right. As show below. Alors JP3 JP4, ils sont là, on the right. Donc ils sont bien on the right et au-dessus de la batterie, ça marche. Ça va déconnecter V blanc et H blanc. Ok. Alors UART, USB to UART adaptateur. Donc on va mettre comme prévu là. Donc là on doit avoir plus 5 volts. Je prends ma petite. On doit avoir plus 5 volts là. Le ground qui est là. Il n'y a rien en fait. Le ground qui est là. RX TX. Donc on va faire ça comme ça. Donc on va mettre le ground allez, sur du vert. On va mettre RX côté Z. Voilà. C'est parti. Et de l'autre côté. Toc. On va faire ça comme ça. Donc on a dit le ground c'est le vert. Ok. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Ouais, c'est bon. Après on a dit quoi? Que le RX d'un côté. Donc le jaune va aller sur le TX. Côté adaptateur. Tac. Et puis le RX de l'autre va aller sur le TX de l'autre côté. Voilà, hop, tout ça c'est bon. Et puis je le connecte sur ma bécane. Si j'y arrive. Voilà. J'avais prévu une pile, il y en a déjà. J'avais prévu le TTL, il y a déjà tout ce qu'il faut. Voilà, après. Je remets le chat parce que je ne vous vois pas. Ouais, c'est ça, Electro. Il gère le son et je sais pas quoi d'autre. Il gère des programmes, mais j'ai pas trop lu. Je me suis bien plongé cette semaine dans la carte mère de la Nintendo. De la Neo Geo. J'ai changé le BIOS qui est là. Voilà. J'ai bien galéré parce que le wiring que je trouvais sur internet qui était pas bon. Donc ça avance, mais voilà. Et je vais recevoir normalement dans la semaine un lot que j'ai acheté sur eBay de cartes MVS qui sont à moitié claquées. Pour regarder comment c'est foutu. J'ai un peu changé cette semaine avec Ersla là, pour comprendre, pour élaborer la stratégie, pour essayer de comprendre comment fonctionner. Vous savez, ces fameuses cartouches là, les cartouches MVS que je vous ai montré il y a une quinzaine de jours. Parce qu'en fait, le design de ces cartes là est complètement différent d'une carte officielle. Parce qu'en fait, vous avez plein de jeux dedans et en fait, il y a un FPGA qui sert de point d'entrée quand vous démarrez la console.
Et qui, quand on choisit le jeu, ça va charger la ROM, enfin les fichiers de ROM qui sont en mémoire et qui les présente comme si c'était une cartouche, comme si c'était une vraie cartouche. Et bah, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, FPGA, c'est compliqué. Mais bon an, mal an, ce que j'aimerais bien déjà dans un premier temps faire, c'est récupérer des cartes, faire ce qu'on appelle du carte mode. C'est-à-dire que vous prenez une carte mère, une carte, une carte mère de jeu qui est out, qui est KO, avec ou les EPROM qui sont cuites. Et en fait, vous dessoudez les EPROM. Et dans chaque EPROM, vous remettez la bonne partie du jeu que vous voulez. Et vous ressoudez tout ça et puis vous testez. Et puis ça vous avez changé le jeu qui est dans la cartouche en fait. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais bon, vu le prix des jeux, je me suis dit, on va prendre des... Ah voilà, c'est ça l'électro. Vu le prix des jeux, parce que je vous ai montré l'autre jour, les prix des jeux, c'est quand même... même sur MVS, ça reste complètement hallucinant. Et je suis pas non plus un grand spécialiste, donc l'idéal, c'est quand même de faire ses armes sur du matos qui craint rien, sachant que hier soir, j'ai dessoudé le BIOS. Je suis resté 2 heures avec la carte mère de la Neo Geo qui était en l'air et qui bootait plus. Enfin bon, bref. Ceci étant dit, c'est quand même vachement robuste parce que ah merde, là, ça c'est l'emplacement du BIOS. Ah merde, vous voyez pas. Hop, là c'est l'emplacement. Voilà, je vous montre. Là c'est l'emplacement du BIOS qui est là. C'est du SMD. Je l'ai dessoudé, ressoudé 4 ou 5 coups et puis ça n'a pas bougé d'un iota. Et c'est reparti systématiquement. Donc c'est plutôt sympa. Bon, alors maintenant, on a connecté l'UART à notre carte mère. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, ok. Le clavier PS2, j'en ai un, mais vu que j'ai pas d'écran, je vois pas trop. Je vais quand même en mettre un. On va suivre le truc à la lettre, comme dirait l'autre. Hop. Voilà. Donc, je suis un peu déçu. Je pensais que j'avais pris la version avec la carte, l'extension de la carte vidéo. Mais c'est pas très grave ça. Ok. Voilà. Après la cloque, tu actives du insert. Il y a déjà une pile. On va vérifier qu'il n'y a pas un truc qui l'empêche la connexion, mais j'ai l'impression que tout est ok. Ça c'est good. Voilà. Impeccable. Tac. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une power source. Power source en USB. You should be able to use a USB 3 as a power source. Ok. Je vais chercher un câble USB 3 que j'avais sous la main tout à l'heure et qui n'est plus là. Hop. C'est pas ça. Ça c'est branché nulle part. Alors je vais le brancher. Voilà. C'est pas celui-là non plus. Je crois que c'est... Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Mais je viens chercher un côté. Bougez pas. Hop. Ah bah si, c'est ça peut-être. Non, c'est pas ça.
Tac. Hop. Voilà, donc là il y a du jus. Salut Minzor, j'espère que ça va. Et merci pour ton abonnement, 4e mois, ça fait déjà 4 mois, super. Bah merci beaucoup. Ok, on a fait ça. On va passer sous Linux. Tac. On va passer sous Linux. Non, on va pas passer sous Linux. On va. Tac. Tac. Là. Là. Alors, hop, je vous envoie. Pourquoi ça veut pas? Je crois que c'était. Il est branché. Ok. Voilà, PC. Voilà. Hop. C'est quoi TTY USB j'ai pas de TTY USB. Hop, bon alors pourquoi tu veux pas? Ground 999, il faut que je me mette en 5 volts évidemment. Ça sera mieux comme ça. Bon. Il détecte pas. Pourquoi il détecte pas mon... Mais il est allumé pourtant. Ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est quelque chose qui lui plaise pas. Peut-être mon petit mon truc qui marche pas, bah c'est pas grave, on va prendre celui qui nous file avec. Hein. Alors on a dit vers le ground, ok. C'est bizarre parce que quand je les branche, il s'allume pas. Ah mais attends. Non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On recommence. On a dit ground d'un côté. Et c'était quoi la connexion? RXTX. Donc RX le jaune, il va sur RX le jaune va sur TX. Ok. Et donc l'autre.
C'est mon truc USB qui est pourri là. Ah putain. Ok, je sais ce que c'est. Ok, on va changer de crèmerie. Là, ça devrait être bon. Hop. Voilà. Ok, là j'ai de la sauce. Voilà. Ça marche pas ça. Hop, 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 hop. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Qu'est-ce qui lui plaît pas? Trop de caméras, c'est possible. Qu'est-ce que je peux débrancher? Bah, je peux débrancher ça, si. Je vais débrancher ça. Voilà. Voilà. On va refaire ça. Ok. En fait, quand on a trop de caméras de brancher, de cartes d'acquisition et de machin en USB, et ben ça fout la grouille. Et ça veut toujours pas. Bon. Ok. On va faire ça autrement. Donnez-moi 2 petites minutes. Je vais sur mon PC, en dessous. Et normalement ça doit fonctionner. J'ai déjà, vous vous souvenez pas, j'avais eu ce problème là quand j'avais fait mon live sur les PlayStation avec le pour attaquer le port série, la machine en port série en fait. C'était déjà un peu la merde. Hop, donc on va faire ça comme ça. J'arrive. Évidemment. Je vois rien, il est mon téléphone. Hop. Tac. Voilà. Bon, deuxième essai. Et pas mieux. Ah, ce coup-là, ça salue.
Alors. Ok. Bon, je sais ce que c'est. Voilà. C'est ma rallonge de câble de merde qui est trop longue et qui, à mon avis, pompe un peu de sauce. Ok. On a été où? Voilà, on a bien notre TTY USB 0 qui est là. J'ai pas de problème de droit. Et je crois que j'ai installé Picocom. On va essayer comme ça. Voilà. Merde. Alors qu'est-ce qu'on a? Flow control non, baud ride ok, non non non, ok. Ok, 8.1 c'est bon. Ok. Ah oui, je sais pas comme ça. Ok. Contrôle C. Ok, je crois que je faisais un truc qui était plus sympa en fait. Je vais vous installer petit. Je crois qu'on faisait comme ça, c'était plus cool. Hop. Ok, impeccable. Hop là. Bon. En céréales, TTYU. SB0. 57 600. 56 000. Merde, comment j'ai dit 57 700. 600. Ok. Ok, donc là je suis connecté, donc on va allumer la bête. Hop. Normalement. Voilà. On va le laisser booter. On va voir au fur et à mesure ce que ça dit parce que c'est bon. Et ben nous voilà connectés. Alors est-ce que vous voyez bien ou pas? Ah oui c'est ça, oui, exact. C'est ça que je faisais l'autre jour. Ouais, je vais faire ça, c'est mieux. Hop. Hop. Screen. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez bien là ou pas? Voilà. Bon, ok, on est connecté dedans. On a fait Power On, j'étais un peu trop vite. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Bootloader version 1 below. Present a bug in the test feature, launching a hardware test will corrupt the ROM sector, starting an age by default. Ok. You happen to have such bootloader version, upgrade to a new version, equal to 110. Ok. First time to fire up the 8-bit computer switch. Ok. Ok, l'autre programme FormuArt, add a new entry, delete. Alors, on va faire ça comme ça.
Ça va couper le truc tout seul, non? Ouais, ok. Voilà. Alors. Donc on a 9 menus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, d'accord. Donc on peut booter l'OS, ok. On peut charger un programme depuis le port série, ajouter une nouvelle entrée là-dessus, enlever une nouvelle entrée, enregistrer la configuration sur la mémoire flash qui doit être la grosse chip ST qui doit être là, je crois que ça doit être ça. À mon avis, c'est ça. Changer le baud rate. Flasher la ROM ou formater les proms en I2C et faire le test hardware. Et il nous dit quoi? Donc je suis en version 1.2. Voilà, donc normalement j'ai pas le problème de bug qui doit être contenu là-dedans. Bon, on peut faire un test hardware, tiens, pour voir. I2C PSQ W. Ah ouais, c'est en QWERTY, ok. Ok. L'I2C RTC est disable, no battery. Ça, c'est bizarre ça. Bon. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire de vous? Bah, on va booter le OS. Allez hop. Bon, bah il a chargé init.bin. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'on a une version en le 8 bit OS en 0204 nanana. Il a été buildé, pas vieux, hein, le 11/02 2023 10h54. Tous mes drivers ont été chargés. Le time est pas bon. Pourquoi? C'est bizarre quand même que mon time est pas bon. Je crois que c'est possible que ma batterie soit pas bonne. Ouais, c'est chelou ça. Bon, bah, faut regarder. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, 0 à 9. Bootloader 9 entry. Program system can be boot. In the example above, only one entry is present. The number between the parentheses, this represents the physical address in ROM and the virtual address respectively. In the output above, the is flashed at, c'est écrit à l'adresse 0x400 4000 de ROM et doit map to the virtual address 0000 boot. Après, le P, c'est pour envoyer un programme à travers le port série et il sera démarré exact après qu'il soit envoyé. Façon, souvenez la PlayStation. Ah oui, c'est ça, à tous les coups. T'as raison, Denis. Ok, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? C'est pour ajouter une autre entrée pour que ça soit booté par le bootloader. Ok. Et il nous dit qu'il va falloir lui donner l'adresse où on a écrit le programme pour que ça puisse être exécuté. D, nanana. Pareil, même chose, on définit. Quand on rajoute ou qu'on enlève une nouvelle entrée, il va enregistrer les changements à la mémoire. Ok, après on peut changer le baud rate, ok, et après on peut flasher, ROM, NOR flash, et un petit programme de test. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous dit? As I said previously, it is possible to send files through UART, either to load program or flash a binary on those computers depending on whatever you are using, Linux, macOS or Windows. The procedure is different. Let's say we want to flash a newer version of the OS 8-bit OS at physical address 0x4000 ROM and with the size of 0x51D8 byte, 20 952 bytes en décimal in the bootloader. Press F, which show number
must provided in hexadécimal. La ROM adresse alignée à 4 kg. Donc si on spécifie 4, ok. Client 63. Binary field with prompt with type 51D8 qui est la taille du fichier. D'accord. We send the file. Et pour sous Linux, si on veut renvoyer ça, qu'est-ce qu'on fait? On met le port série TTY USB 0 en mode RAW. On lui définit le baud de rate et on fait un cat de notre binaire que l'on envoie à travers via le port TTY USB 0. Sous Windows, on s'en fout. Et sous Mac, on n'en parle pas. Enjoy. Know how to access the monitor of the bootloader. You are ready to develop and enjoy. If you need assistance or if you have any further question, you can ask me either by email about my bot is not for rien. Bon, bah, je crois qu'on n'a pas trop de soucis quoi. Ah bah c'est ça. The bootloader, when I test the hardware, the RTC returns an error. Why? If you need to plug a battery in the socket in order to get the RTC chip to work. In fact, if no battery is connected, the BAT plus pin is left floating, which is not a valid state for the component. If you still want to use the RTC without a battery, you can connect the BAT plus pin to ground, ideally with the resistor. Okay. Can I type decimal values in the bootloader? Okay. What can I do? Not much at the moment, which is populated. As you have seen in some the version I use do have a connector. However, for testing in the months, it may not be the best stable option. He's still considering which is not to use instead, as this will require a lot of testing. At this time, I prefer to not populate the connector at the moment. In the future, when the 8-bit video card will be available, the connector will be provided. Et quand est-ce que la carte vidéo sera disponible? Pour l'instant, la carte vidéo est under development sur la partie hardware et sur la partie software. Et dès que ça sera OK, il sera possible pour lui de passer plus de temps sur cette partie vidéo. Salut Azel, j'espère que ça va. Voilà pour ça. Bon, alors attends, on va quand même retourner dans cette machine là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, je me suis fait déconnecter. Alors, je me reconnecte. Hop. Je peux pas taper de trucs. Ok. On va aller sur le Git. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, en fait, il y a un truc qui est pas mal, en fait, je trouve ça génial ce qu'il a fait le mec. En fait, hop, vous avez un émulateur directement en ligne où vous avez vos registres et vous pouvez envoyer. Ça c'est génial, putain. Comment on peut le démarrer le truc? Hop, CPU, PIO, tac. Non, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qu'on puisse exécuter, envoyer un petit bout de quelque chose dedans, quoi. Voir ce que ça fait. En fait, je pense que le port. Ah bah si, attends, je suis con. Attends. Voilà. En fait, le port série, c'est juste la sortie. C'est juste la sortie de l'affichage, en fait. Voilà. Ok, je comprends. Ouais, sauf que je vais avoir un clavier en. Je vais avoir un clavier en QWERTY.
C'est bizarre, j'avais un clavier en QWERTY, mais je sais pas à qui je l'ai donné. C'est peut-être quelqu'un dans le chat. En fait, il n'y a rien, d'accord, ok. Et si je fais ça, 4 simple. Oh, putain. Ah oui, comment je vais faire 4 écho. Bon. Ouais. Bon, il a fait 1 euro et je pense qu'il servira plus qu'à moi. C'est le plus important. Bon, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dedans hop là. Donc ça c'est la page GitHub du projet qui nous dit que le Z8 est un operating system écrit intégralement en assembleur pour le Z80 computer. Il a été désigné dans un but de simplicité et de portabilité. Il a été inspiré de Linux et de CP/M. C'est quoi ça dans le chat, vous savez ce que c'est CP/M? CP, c'est quoi? C'est un vieil Unix ou un machin dans le genre? Contrôle pour un moniteur, ok. Ah oui, d'accord. C'est un système d'exploitation créé en 1911 par Gary Kildall, fondateur de Digital Research. Il est notamment... ok. Il est utilisé notamment sur les Amstrad CPC, les Commodore 128, les TRS-80, l'Osborne 1, BBC Micro et ZX Spectrum. Il fut utilisé sur PC, notamment livré en standard avec les Amstrad PC1512, en plus du MS-DOS et de GEM. Ok. Ok. Salut Nox Twitch, j'espère que ça va et merci de nous avoir rejoints et bravo pour ton premier chat. Et je sais pas qui c'est, mais il a l'air de me connaître. Ok, donc ça c'est plutôt sympa. On retourne sur la page du GitHub. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi il a fait ça? Ce projet est une part du projet appelé Z8-bit Computer, qui consiste à faire un design d'un computer 8 bits basé sur le CPU Z80. Quand j'ai écrit des logiciels, des démos et des drivers, j'ai réalisé que le code... il s'est rendu compte que le code qu'il générait était très incompatible avec les autres computers basés sur des Z80 et qu'il avait besoin de fonctionnalités plus basiques, juste plus notamment pour l'UART. Alors, est-ce que c'est un autre OS encore? Un XIM OS. C'est vrai qu'il y a beaucoup de très bons OS pour Z80, comme le Sambos, Fusix, Oreven CP/M, qu'on a vu tout à l'heure. Mais il voulait quelque chose de moins sophistiqué. Eh ben, monsieur le Finnois, repose-toi bien, prends soin de toi et on t'embrasse ici. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Le but est d'avoir des choses simples et concises et qui nous permettent d'écrire du software qui communique de manière simple avec le hardware, avec un tout petit peu de choses hardcodées dedans. Quand vous regardez l'implémentation dans cette documentation, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de choses similaires avec le kernel Linux, comme les syscalls, comme les noms des syscalls, et la manière dont les fichiers sont ouverts et comment les drivers sont gérés. Le kernel Linux fut une grande source d'inspiration, sauf que le kernel Linux ne peut être fonctionné que sur des systèmes 32 bits, écrit en C.
Et il s'est inspiré de toute la partie API, une interface pour le développement. Si vous êtes familier avec la partie Linux, ABI, c'est quoi ça, ABI? Je ne sais même pas ce que c'est. ABI. ABI, hop. ABI Linux. Ok. Application Binary Interface. Ok, d'accord, ok. En informatique, une application Binary Interface décrit une interface de bas niveau entre les applications et les systèmes d'exploitation. Entre une application et une bibliothèque, ou bien entre différentes parties d'une application. Une ABI diffère d'une API, puisqu'une API définit une interface entre du code source et une bibliothèque, de façon à assurer que le code source fonctionnera, compilera si applicable sur tout système supportant cette API. Une ABI définit notamment les conventions d'appel des fonctions pour une architecture donnée. C'est l'ABI qui définit les rôles précis des registres généraux, paramètres de fonction, résultats de fonction, variables temporaires, et la responsabilité de leurs intégrités, appelant ou appelés. C'est l'ABI qui définit la structure de la pile, notamment l'organisation des emplacements réservés aux paramètres supplémentaires d'appel d'une fonction et à la sauvegarde de certains registres, à l'allocation de mémoire dynamique sur la pile, taille connue à la compilation, selon la portée de l'identifiant. Une ABI est une convention qui lie une architecture, un langage de programmation et un compilateur. Eh ben, je me coucherai un peu moins qu'on ce soir, c'est bien. Ok, on continue. Vue générale. Pour l'instant, une fois que le kernel est compilé, le kernel utilise moins de 8 kilobits de mémoire dans la ROM. Et, enfin, il a une taille de 8 kilobits dans la ROM et il utilise moins d'1 kilobit de data dans la RAM. Et bien évidemment, ça dépend de la configuration. Si vous voulez augmenter le nombre de fichiers ouverts ou la longueur maximum du chemin du pass, ça augmente l'utilisation de la mémoire, enfin l'utilisation des données en mémoire. Alors, cette taille va augmenter à partir du moment où toutes les fonctionnalités vont être implémentées. Par exemple, quand il y aura plus de fichiers dans le file system. N'oubliez pas que quand on écrit du code, la vitesse est plus importante que la taille du code. En réalité, de nos jours, les read-only memory, les ROM, sont disponibles en grande taille et à un prix abordable. Ceci étant dit, l'OS peut continuer à être optimisé en vitesse et en taille. C'est pas sa priorité, mais il voudrait toujours essayer de faire mieux. Pour la partie taille du kernel, we had to add the driver implementation sign alarm used by them. Nous devons implémenter la taille du driver. Oui, il y a un problème de traduction. We have to add the driver implementation sign and the RAM used by. En fait, je pense qu'ils doivent optimiser la taille des drivers et l'espace qu'ils utilisent en RAM. Évidemment, ça dépend de la machine cible. Et les fonctionnalités seront implémentées au fur et à mesure que qu'ils auront les drivers. L'OS est prévu pour travailler avec un MMU. Alors je vous rappelle ce que c'est qu'un MMU. C'est un convertisseur de gestion de mémoire qui
de gestion de mémoire paginée qui vous permet de gérer de mémoire, c'est qu'à de le dire. Salut Fanou, ça va? De gérer la mémoire virtuelle et de traduire à la volée ce qui est visible par les programmes. Ça donne une plage de mémoire disponible pour les programmes qui permet d'aller adresser la mémoire physique et la mémoire virtuelle qui est visible par les programmes. Ça fait la conversion en fait, la traduction d'adresse. Et on a le target must have 4 swappable, le virtual donc il y a 4 pages de mémoire interchangeable de 16 kg. Et on a la memory mapping section. Ok, requirement. Donc là on peut le compiler, le flasher. Ok. Mini Pro. Ok. D'accord. Ok, donc ça, si on veut le compiler, ça se passe comme ça. On peut le. Mais on s'en fout. Ça, c'est pour flasher. Flash to ROM, honor flash, honor storage to the target computer is using. Salut. Salut PDP, j'espère que ça va. Ah bah écoute, moi écoute, ce soir j'étais presque tout seul et j'en ai profité, sachant que demain on aura un live un peu spécial. Donc là on bricole un petit peu, ça fait 1 heure, on va encore en faire une bonne demi-heure et puis on va voir si ce truc là c'est rigolo ou pas. Je sais pas si tu as suivi, c'est sur le ZIL 8 bits computer. Donc c'est un mec qui a refait une carte, je sais pas, putain, je te montre. Hop, non, c'est pas, je vais pas y arriver. En fait, tous mes noms de machin sont pas bons. C'est ça. En fait, il a refait. Ah, t'as été voir le site, ok, impeccable. Super. Hop. Donc ça, c'est pour refaire un. Donc c'est pour recompiler l'OS, ok. Et donc ça génère un bin. Qu'on va envoyer sur un EC et il faut un flasher, sauf que moi j'ai pas un flasher comme ça et j'ai pas de. Attends, il y a quand même un truc que je comprends pas, c'est est-ce que le chip dessus c'est quoi là? Parce que je suis en plein dans les EPROM et compagnie avec l'histoire de la Neo Geo, c'est un monde un petit peu compliqué, hein. Il y a un peu de tout, n'importe quoi. Les nommages des puces, c'est pas les mêmes. Enfin, si, c'est les mêmes, et c'est pas les mêmes marques. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien ça, les proms, non? Enfin, la ROM, elle doit être là-dedans. Bon, j'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit dessus. Alliance. Je sais pas, vous voyez ou pas? Vous voyez pas. C'est bizarre. Bon, on a peut-être ça dans la doc. Tac. C'est quoi ça comme... Bah si, je suis con, je vais faire ça directement. Hop. Là. C'est des 8 fois 256 kg. UV prom, d'accord. Encore, ok. Bon, ça ressemble quand même au gros pavé qui est au milieu là. Hein. Ok. Donc tu build, tu flash. Ok. Monothread. Oui, ça reste un système monothread. Hein. Salut 0x Botman, j'espère que ça va. Et ben bienvenue sur la chaîne et merci pour ton premier chat, c'est cool. Donc ce kernel, qu'est-ce qu'il fournit?
Bon, c'est un système mono-thread, d'accord. On peut avoir jusqu'à 26 disques. Ça gère les fichiers, les répertoires des drivers. Une abstraction à la mode Linux avec un répertoire dev. Une RTC, un timer. On peut juste adresser jusqu'à 16 mégaoctets avec des. Donc, soit 256 banques de 16 kilos. Open Read Write Seek Close IOCTL Driver, un CRUD sur les fichiers, la même chose sur les répertoires. On peut charger un binaire au boot. Ouais, en fait, c'est parce que qu'on est en train de regarder la page du GitHub du projet. Et si tu veux, je peux vous montrer la. Je vais pas y arriver, moi. La carte mère directement, elle est là. Et en fait, elle est pas bien affichée parce que. Hop. Ça, c'est la carte mère de la machine. Et en fait, elle est reliée directement à mon hub. Attends, je vais vous montrer. J'ai ce truc là, ça c'est bien parce que ça me permet de brancher tous mes équipements en USB. Sauf que j'ai tellement de trucs dessus et j'avais une rallonge de 2 mètres en USB que, à mon avis, la rallonge USB j'ai quand même bouffé un peu de tension ou de courant, je ne sais pas, mais ça n'allait pas. Et donc là, on est sur la page du GitHub du projet et on regarde ce qui est capable de faire le kernel. On peut faire des syscalls, d'accord. On a un file system routable, je sais pas ce que ça veut dire. And ZLFS implemented, ok. Modular system, ok. Une compilation qui est faite modulaire. Pour l'instant, les fonctions implémentées d'une vidéo en 640 par 480, le clavier PS2, des GPIO. Les GPIO elles doivent être, à mon avis, soit là. Les GPIO c'est soit là, je sais pas. On va regarder ça tout à l'heure. Et de quoi faire l'éditeur de lien pour générer les binaires. Le to do. Donc il y a encore pas mal de taf à finir sur le projet. Ok, l'implémentation, le memory mapping, page 0 OS code, le programme RAM, page 2, le programme RAM, ok. Les registres, ouais j'ai vu ça en fait. Il y a des vidéos sur le truc de YouTube que je vous ai montré tout à l'heure qui expliquent pas mal comment la gestion des registres en 8 bits, en 16 bits et en 32 bits. Parce qu'ils sont capables d'utiliser plusieurs registres pour passer en 32 bits. Donc là, il y a un petit bout d'assembleur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc on disable les interruptions. On échange AF ou alternate AF register. Ok, blablabla, ok. Les vecteurs de reset, ok. Les syscalls, read, write, open, close. Donc ça c'est les syscalls système en fait. Ok, donc ça c'est implémenté. Oui, touk. Le VFS. Ok, RST8. Alors c'est quoi ça RST8 en syscall? RST8. Syscall dispatcher, datetime module, virtual file system, memory module, d'accord. Module file system, hardware, ok. Les disques, support jusqu'à 26 disques de A à Z, ok. Le premier disque c'est spécifié différentes configurations.
Maybe, tac, Reti, Absolu, Think to the Under Disk, ok, super. Il faut que j'éternue. Ouais, c'est ça, Xbotman. Attends, je vais éternuer. Pardon. En fait, le mec, il a tout écrit depuis le début. Les targets, relations avec le kernel, les vecteurs de reset, les syscalls. Ok, le 8 bit is still partial but enough to have a command line program running. The RAM disk is created before the kernel build. Is done with the script. Nanana. Il compile init.bin. Donc normalement, si je ne me trompe pas, on a notre fichier init.bin qui est lancé au boot de la machine. Donc ça, c'est init.bin. Donc c'est notre binaire qui est démarré, si on peut essayer, hein, si on veut. Hop. Ok, si on fait 1, non, 1 non plus, 1, ouais, 1. Ok, c'est ça. Loading init.bin. D'accord, ok. Donc c'est bien ça qui est démarré. Et en fait, quand on build, ça nous build un init.bin qu'il faut envoyer, du coup, je pense, dans la ROM. Donc pour l'instant, qu'est-ce qui fonctionne? On a l'UART, c'est bon. L'I2C, c'est partiellement bon. Donc il y a encore un peu de taf. Hein. Bon, bah c'est pas mal parce qu'en fait, on pourra avoir du son, une carte SD, une API pour appeler la vidéo. Moi je trouve ça rigolo. Le mec il va faire des releases et puis voilà. Si on veut porter sur une machine, on s'en fout. Si on veut contribuer pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. D'accord, qu'est-ce qu'on a là dans le repo? Ah, c'est ça qu'il expliquait tout à l'heure, ok. On a les kernel headers, ok, qui sont là. Ok. Ok, nanana, ok. Bon. Et on n'a pas des... Non, moi ce que j'aurais voulu, c'est build un petit truc, mais à mon avis, le bootloader, tiens, ça peut être intéressant. Comment il est fait le bootloader? Alors, le bootloader, d'accord, la fonctionnalité, on a tout ça. On peut... il communique en UART parce que du coup, on se connecte en UART pour avoir le bootloader parce qu'on n'a pas de carte vidéo. Donc ça, je rappelle, hein, je suis connecté en UART via dev TTY USB 0 en 57 600 baux. Ok, donc ça c'est bon. De moment, nanana, transferring data. Donc ça on l'a vu. Ok, donc ça on a vu ça tout à l'heure. Non, on n'a pas vu ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, par exemple, si on veut envoyer la sortie de la compile de l'OS qui s'appellerait potentiellement os.bin à l'adresse physique 4000 avec une taille machin, moi j'ai vu ça tout à l'heure. Donc dans le bootloader, on fait flash from the ROM, ok. Ok. Ok, donc là on lui donne la taille, on lui donne l'emplacement en mémoire, on lui donne la taille. Et après. Ok. Et après, une fois qu'on a mis via le bootloader, je pense la ROM en écoute pour pouvoir écrire, et ben on envoie ça directement sur le serial et ça écrit dans la ROM. C'est comme ça qu'on doit pouvoir flasher le nouvel OS. Bon bah c'est pas mal ça. Ok, Fox the Project, nanana. Implémentation du file system. Ok.
Alors qu'est-ce que ça fait? Donc si vous suivez mon travail, vous savez que je développe un ordinateur 8 bits basé sur Z80 from scratch, du PCB jusqu'au software. J'ai j'ai intégré une EPROM I2C avec un socket qui peut fonctionner avec tous les chips I2C. User engine, qui peut aller de 2 kg à 128 kg. They are smaller than floppy disks, other flash memory. Donc là, il aurait dit ok, donc ça va faire de 2 kg à 128 kg. Et évidemment, c'est plus petit que une disquette ou une mémoire flash. Mais malgré tout, l'OS est tout petit, il peut tourner dessus. Et cet OS fonctionne sur des disques, des fichiers et des répertoires. Et il cherchait un file system avec un tout petit overhead et très simple pour implémenter et très simple à implémenter en assembler. C'est pour ça qu'il a enlevé de facto FAT12, FAT16 et évidemment tout ce qui est FAT32, XTFAT, NTFS et j'en passe et les meilleurs, des bien meilleurs. Et il a aussi trouvé des implémentations, des alternatives FAT, mais qui avaient des limitations comme pas de répertoire. Et c'est pour ça qu'il a fait lui-même le ZIL FS, qui est une implémentation qu'il a fait tout seul de son file system. Alors, donc il y a les fonctionnalités de fichiers de répertoire et pas de limite sur la taille du pass. La taille du stockage peut aller jusqu'à 64 kg. Les fichiers jusqu'à 16 caractères. Les dates en BCD format. Je sais pas ce que ça veut dire, BCD format. Format, date. Hop. Hop. Ah, oui, d'accord, c'est du décimal codé binaire. Du DCB. Oui, BCD, ok. D'accord, ok. La seule limite de stockage, c'est la taille du stockage en lui-même. On a un overhead tout petit. Jusqu'à 8 entrées par répertoire. Room for future, je sais pas ce que ça veut dire. Concise implementation. Et l'implémentation du file system pèse 1,3 kg. Je sais rien du tout, PDP. Je crois que c'est un projet quand même encore très jeune. Hein. Implémentation, d'accord. Le dépôt contient une implémentation de ZIL-FS pour Linux sur une implémentation de type Fuse, mon info et qui est fonctionnelle sur Ubuntu 22.04. Les dependencies make libfuse GCC, d'accord, on peut le compiler. On peut monter l'image. Ah oui, d'accord, on peut monter l'image, écrire dedans, la démonter et puis récupérer l'image et la renvoyer de l'autre côté. D'accord, donc ça c'est sympa. Les pages. Hop, page 1, d'accord, donc on a. Ça fait 60 kg, d'accord. Name, start. Donc ça,
c'est les entrées. Des répertoires, ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? L'émulateur web, d'accord. Le bootloader. Tiens, bah non, je suis pas connecté, c'est pas mon bon navigateur. D'accord, ok. Est-ce que vous entendez la musique derrière ou pas? Non, là vous devez l'entendre. Non, vous l'entendez pas. Ah si, ok. En fait, c'est la musique du stream d'Adrien. Je vous ai envoyé l'adresse. C'est un mec qui fait le DJ le soir et dans la journée il fait des. Il est informaticien et il a une chaîne qui fait aussi des tutos et des lives sur les bases de Linux et tout ça. Il est super sympa, rigolo et ses lives sont plutôt sympas. Ok, là je vais me connecter. Et ben voilà, bon il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant. Ah si, ça c'est rigolo, j'ai regardé ça tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez. Hop, je vais vous envoyer là-dessus. On peut se faire un petit... Là, on va faire coucou. Là, on va faire coucou un truc. Attendez, on va faire un truc. On va faire coucou directement dans le live de comment il s'appelle, d'Adrien. Alors, je vais vous remettre sur YouTube et on pourra finir par une petite vidéo vite fait. C'est ça que je vais vous montrer. Hop, ça c'est intéressant. Ah, il y a la pub de merde. Je vais baisser ça. Des informations complexes en temps record. Tu regardes toujours des tutos pour monter un meuble. Hello world. Welcome back to this new video. Je sais pas si vous entendez bien ou pas le son. We're going to talk about software for once. Hop. After spending months working on it, let me present to you ZIL 8-bit OS. If you have followed my work on my homebrew computer, ZIL 8-bit computer, you may be aware that since the beginning of the project, I don't really have an operating system for it. In previous videos, I showed a small program where I could have commands to read memory, write memory, send bytes on the UART, or even receive bytes from the UART. But this was not really an operating system, or OS. It was more like a monitor or a monolithic program. What does it mean? It means that every time I wanted to add a command or a program to it, I had to integrate the new program's code inside the existing code, recompile, or reassemble, reflash the ROM and put it inside the board. You may wonder, where is the problem with that? Well, a user wishing to develop a program on his own would have to follow exactly the same steps. Retrieve the project code, add his own code, assemble, flash. But what if he wants to share his program? Here it would be problematic, because he would need to share the whole system, which includes his command or his program. But other users may already have their own programs, so there is a conflict here.
A simple solution to that is to provide a dynamic loader. Instead of integrating his own program to the whole project directly, the monitor could then provide a command to load and execute a user program, which can be read from the UART, a microSD, or any other storage. Cool, this would work, right? Well, what happens if the system is updated, or if your 8-bit computer underneath has the same CPU but different peripherals? The answer is the user's program could break, either because the drivers are different or because the system functions, such as print for example, that were provided to the user when compiling his program were moved to another location. This is where an operating system comes in. It will not only provide a... Bah, je sais pas si vous voyez, c'est ça le but du système d'exploitation, c'est que là pour l'instant son système était monolithique et monotâche, c'est-à-dire que vous exécutez une tâche, le CPU était bloqué sur cette tâche-là, et puis il était incapable de faire autre chose. Et dès qu'il y avait un autre appel, hop, ça cassait cette exécution-là, et puis ça lançait une autre exécution. A dynamic loader to let users load their program, but it will also provide a hardware abstraction. And this is what ZIL 8-bit OS is about. With these goals in mind, my experience on Linux, and inspiration I got from CPM, here are the features I came up with for ZIL 8-bit OS. On dit CPM, d'accord. A monotasking system, so the whole CPU power is dedicated to a single application at a time. A system divided in two parts, the kernel itself, which is common to all the targets, and drivers, which are specific to a single target. A ROM-able system, in other words, a system that we can execute from ROM directly. As a side note, the current implementation of the kernel itself takes less than 6 kilobytes of ROM and less than 1 kilobyte of RAM. Of course, it would be 100% written in Z80 assembly to make it as efficient and compact as possible. A system which presents an abstraction layer to let the user programs communicate with drivers easily. A system that supports disks. Each disk is represented by a letter, so we can have up to 26 disks. A system that supports MMU, so that we have an address space bigger than 64 kilobytes. Donc ça doit être, pour toi, c'est un PDP. A system that supports directories and files that we can manipulate easily thanks to simple APIs. A system that supports multiple file systems. A system that supports date and time, that can dynamically load binaries. And finally, a system that is free and open source. You can see the code, modify the code. T'as trouvé l'info ou pas, PDP? And in fact, you can J'ai pas already trouvé, find moi. source code for the 8-bit OS on Parce my que je parle avec lui en anglais I will par put Twitter, the hein, link ça in serait the con description. que... It will now become this. We have a layer between the program and the hardware, which is ZIL 8-bit OS, or more precisely, ZIL 8-bit OS kernel, which will respond to any request the user program makes and redirects them to the proper module. But how does a program communicate with the kernel? On ZIL 8-bit OS, like other operating systems, we have system calls, or syscalls. It represents a request that a program wants the kernel to perform, and currently we have 24 syscalls Ah bah c'est implemented. cool ça, bah écoute je vais les voir. If you are familiar with Linux, you will recognize and guess the usage for most of them. The most important ones are open, read, write, close, which let us open a file or a driver, read from it, write to it, and close it respectively. We have make dir, open dir, read dir to create a directory, open a directory, and read the directory respectively. And we also have other syscalls that you can see now that manages timers or the current date. This means that the OS is aware of the time. Finally, we also have syscalls related to disk mounting, removing files, memory mapping, etc., etc. But I won't present them all completely in this video, else it would be much longer. You will find all the details, including the calling convention for each of them, in the GitHub project. So now, if a user program wishes to print a message on the standard output, it would simply need to perform the following operations. Load a string to print in registers DE, load the size of the message in BC, load the destination, standard out value, in H, which is already opened, and finally call the syscall write. And that's it. We don't really care whether the display underneath is a UART, VGA, or anything else. This is abstracted by the operating system. On voit que c'est quand même ultra simple pour apprendre à faire de l'assembleur sur le Z80 avec cette partie de l'OS quoi. Simple, right? In fact, it will be the same simplicity for opening files, directories, or communicating with the drivers. Here is another example. This is a command line program I wrote, named less, which opens and reads a file from a name given as a parameter.
it will show the content on the standard output. And as you can see, the whole logic takes less than 40 instructions. How does it work underneath? Well, there is no magic underneath. When a user program performs a syscall, it will in fact invoke an RST8 instruction, which calls the kernel code. From there, the kernel syscall dispatcher determines which module should be called according to the given syscall number. The most complex and interesting one is the virtual file system, or VFS. If a program tries to communicate with the driver previously opened, the VFS will handle the request directly to the driver. But if the program is trying to access a file or a directory, the disk module and the file system will be invoked. So the VFS performs the translation between an open file, an open directory, or an open driver. What has been implemented on ZIL 8-bit OS so far? Most of the features that I talked about earlier have been implemented. Some of the things are still missing though, or incomplete. The documentation is currently in the ASM code itself, so I need to extract this information and put them separately in an HTML file or any documentation. I need to implement more file systems, so currently we only have a read-only file system. And finally, I need to finish the support for ZIL 8-bit computer. A demo is better than 1,000 words. Let's see how to actually set up and use ZIL 8-bit OS. I've just checked out the repo with the git clone command. In the project, we have include, target, and kernel directories, which contain header files, target implementation, so ZIL 8-bit computer currently, and kernel implementation respectively. Je viens de gauler, je pense, un petit bout d'accent français peut-être. Effectivement. The thing to do is to generate a configuration. We can do this thanks to make menu config command. And from here, we can configure both the target implementation and the kernel. I will use the default configuration for now, so I only need to press S and enter to save the configuration in the file. Then I can press Q to exit the menu. Finally, I simply need to type make, and after a while, voila, my binary is ready and it's called os.bin. Now I can either flash it on a real flash or EEPROM, or I can use an emulator to execute it. A small remark here, as you might be wondering, but how is a single binary enough to have a usable system? We need to start a program or an init program that is actually executed after the OS finishes booting, right? This is true. But as I said earlier, we do have a read-only file system that is supported already, called Rotable. It lets us store any file in the ROM. And so, thanks to a driver, this part of the ROM will be seen as a disk by the kernel. This will not only make the development and debugging easier, but it will also avoid wasting the 250 kilobytes left on the ROM after flashing the OS. Back to the demo. As I've never shown the emulator for ZIL 8-bit computer, let's go for this option first. I've been using it for debugging my software for a long time. It runs locally in a web browser. All the source code is run from the web browser directly. There is no server behind. So we need to manually specify the binary to load every time we open the simulator. So I select the newly generated binary. I click read file. The small tick means that the file was read and written to the simulated EEPROM correctly. And I just need to click on continue now on the top right. And as you can see, ZIL 8-bit OS booted successfully. It even prints some colored logs. We have the current version, the build time, all the drivers loaded, some warnings telling us that there are no drivers for timers and the date at the moment. And finally, it loads and executes a binary at address 4000 in hex, which is the default address for user programs. The prompt you can see now is not the kernel anymore. It's the init.bin program, which is a program I wrote in assembly. Of course, you will also find its source code in the GitHub project. Its role is to act as a command line interface. I have already implemented a few commands. I've taken the... Ouais, ça ressemble un peu à un appel d'un binaire, ce qu'on faisait avec un BusyBox quand on faisait de l'embarqué en fait. Names from the most common used Linux commands. So we have ls to list the files. It even accepts some options. cd to change directories, and less to show the content of the file. Okay, good, but this was an emulator. What about real hardware? Well, let's have a try. Everything works the same way.
that's about it for this video. There is still a lot of things to say about ZIL 8-bit OS, mainly about the drivers themselves or the file systems. In any case, you can find back all the info I gave here in the GitHub. The project is open source, you can take a look at it. As usual, if you have any questions, leave a comment down below and see you next time. On peut regarder Avast celle-là. sait que votre relation avec le web On peut regarder celle-là et puis après on va se libérer. Il a réussi à faire l'implémentation du C et je vous mets la vidéo. The video I made 2 months ago about ZIL 8-bit OS seems to really have aroused your curiosity. I received a lot of good remarks and suggestions, and I thank all of you for that. If you haven't watched it yet, I advise you to have a look at it first. Today, I would like to talk about ZIL 8-bit OS again, and more precisely, writing programs in assembly or even C for it. Let's get started. If you follow the development of the OS on GitHub, you may have noticed that a new directory is now present. It's called kernel headers. Yes, as its name states, it contains header files that can be used to create user programs. But not only this, the header files also act as a documentation for the kernel interface. At the moment, Z88DK's Z80ASM and SDCC are supported. The first one lets you write programs in assembly, while the latter lets you write programs in C. Let's take a quick look at the headers for Z80ASM assembler. The file zossys.asm is the main one. It contains an explanation for the kernel's constants and the syscalls. In fact, as you can see, the syscalls are represented as macros. For each syscall, you will find a macro accompanied by its description, its parameters, and its return values. We will see how to use them later. Let's take a look at the newest part, the headers for C programs. In the SDCC directory, you will find the headers in include. Each C header contains information about a particular subset of syscalls. The ones related to the files, directories, and drivers is zosvfs.h or zossvfs.h. Inside, just like the header we have already seen, we will find a description and an explanation for each syscall, including their parameters and return values again. Moreover, as C is more typed than assembly, there is also an explanation about the structures that are used to communicate with the kernel. For example, we have the directory entry structure or the file's status structure. The other header files follow the same pattern, while describing other syscalls related to time, errors, and memory. Okay, we have header files for C, but that's only function signature, so how does it work underneath? For the assembly headers, it's fairly easy. We put our parameters in the registers the kernel is expecting, and we execute the syscall instructions, which is in fact an RST8 instruction in our case. But in C, we don't manually assign the registers. So how to interact with the syscalls from C? More precisely, how does the C compiler know in which registers parameters must be put in? Well, it doesn't know, and this is where the compiler's calling convention comes in. The convention will tell us how the compiler arranges the parameters given to a C function into the CPU registers. Thanks to this, we can make a layer between the C functions and the assembly syscalls, and this is our header implementation. Let's check the documentation of the C compiler I will be using, SDCC 4.2.0. The part we are interested in is 4.3.3, Z80 calling conventions. It states all the conventions that are supported. We have SDCC call 1, SDCC call 0, small c, Z80ADK, etc., etc. Let's see the default one, which is also the one I chose to implement in ZIL 8-bit OS headers implementation. Small reminder, the Z80 processor has 7 8-bit registers, which are A, B, C, D, E, H, and L, but it can pair B with C, D with E, and H with L to get 3 16-bit registers, namely BC, DE, and HL. Alright, back to the SDCC calling convention version 1. Here is what it says. If the first parameter is 8-bit, like char type, it goes in register A. If the first parameter is 16-bit, like short type, it goes in register HL. If the first parameter is 32-bit, like long type, it goes in registers HLDE. Now for the second parameter, it becomes a bit more complex as it will also depend on the first parameter size. If the first one is 8-bit and the second one is also 8-bit, the latter goes in L. But if the second one is 16-bit,
it goes in pair DE, else it goes on the stack. The remaining parameters, if any, also go on the stack. If the first one is 16-bit and the second one is also 16-bit, the latter goes in DE pair, else it goes on the stack. Same here, the remaining parameters also go on the stack. If the first parameter is 32-bit, all the remaining parameters go on the stack. As such, the order of the function parameters in SDCC matters. It's important because manipulating the stack is slower than registers on the Z80. Knowing this, it's possible to write a glue layer between the code generated by SDCC and ZIL 8-bit OS. This layer needs to be written in assembly and will move the parameters to the registers expected by each syscall. Let's take the function IOCTL as an example to see how it works in practice. Def parameter is 8-bit. It will be placed in A register. CMD command is also 8-bit. It will be placed in L register. And arg will be placed on the stack. On the other side, the IOCTL syscall expects the OpenDef to be in H, the command number to be in C, and the arg parameter in DE. So we have this routine that acts as a glue. The command is moved to C, the arg is poked out of the stack and stored in DE, and the OpenDev is stored in H before calling the syscall. And that's it. Pretty simple, right? This is the case for most of the functions implementations. You can find the source code for all of them in zil8bitos.asm file. I will put a link in the description. This glue between the compiler and the kernel needs to be implemented for each compiler we want to support. And this is why only SDCC 4.1.12 and above are supported at the moment. These are the versions that support such calling convention. So, is that it to support C? We only need to make the kernel syscall accessible in C? Well, not really. We should also implement what is called the CRT0. CRT0 is a set of routine that will set the global and static variables to the values they were defined with, or 0 if they were uninitialized. It can also perform any specific operation required by the operating system. It is from there that the main function is called. And this is why you will also find on the GitHub repo the file name zos.zrt0.asm. The code inside is the first one executed when a user program is loaded by the kernel. It will prepare the global and static variables, as I just said. It will also call the main function, and after main returns, it will also call exit syscall to tell the kernel to unload the program. Let's see a small demo. I have written a small C program that opens the current directory, browses all the entries while printing the name of each. Then it closes the directory and exits with a message. To compile it, I type make. It will show me that the binary has been generated correctly. The fastest way to test it now is to embed it inside the ROM disk, which will be included in the OS image. So I can use the newly implemented environment variable extra ROM disk file to include it inside the ROM disk. And now that this is done, I can test it on the emulator first. I load the image. I check if the file is here. I execute it. And yes, it works. I can see all the files that are in the current directory. And in fact, I can also test it on the real hardware. Let's have a try. And yes, it works too. Great. So that's it for this video. I hope you enjoyed it. As usual, if you have any question or suggestion, leave a comment down below, and see you next time. Merde. Je sais pas ce qu'il faut. Voilà. Salut PDP. Bah, de toute façon, je pense que je vais vous envoyer. Si vous me dites si vous voulez que je vous envoie chez Adrien ou chez Yorzian. Je sais pas où il en est, Yorzian. Je vais peut-être vous envoyer chez Yorzian. Merci pour le live. Je trouve que c'est un super projet. On va refaire 2-3 tests. On va recompiler pour la prochaine.
d'ici une quinzaine de jours que j'ai le temps de un petit peu mettre le nez dedans. Surtout que j'ai plein de projets en ce moment à vous montrer. Je vais vous envoyer chez Yves, ça va être plus sympa. Je vous dis à demain, 17h. Bonne nuit, bonne soirée. Et demain, rendez-vous à 15h chez Émile. Et à 17h avec moi ou avec Rancune. Et avec quelqu'un d'autre. Ça sera la surprise. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit. Et puis à demain. Salut Azel, salut tout le monde, je vous envoie chez Yves si j'arrive à faire... Voilà. Hop.